Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Détruire des pianos vous a permis de construire la partition d'une carrière où vous avez alterné la musique et le théâtre, et cela en ajoutant systématiquement une touche d'humour et même d'une folie qu'il ne faut surtout pas soigner. Bonjour Jean-Paul Faré. Bonjour Jacques. Alors c'est vrai que vous avez fait des choses incroyables dans votre vie. Vous êtes à l'affiche du Théâtre de Passy avec un spectacle sur Offenbach dont on va parler tout à l'heure. Mais le principe des clés d'une vie, c'est de revenir sur votre parcours très riche à travers des dates clés. Et la première que j'ai trouvée, c'est le 11 juillet 1970. Ce sont vos débuts à Avignon dans Le Roi Nu, une pièce inspirée de 3 contes d'Andersen. C'est une pièce d'Evgeny Schwartz, Oui. qui avait monté Christian Dante, qui sont inspirés des habits de l'empereur, de la princesse au petit pois et d'un troisième conte qui s'appelle Le Roi Nu et qu'on a joué au Cloître des Carmes en Festival In. À l'époque, Jean Vilar, après 70, a ouvert le spectacle aux jeunes compagnies et donc on a joué au Cloître des Carmes et il y avait encore Jean Vilar présent. Voilà. C'était même sa dernière année puisqu'il est mort quelques mois après. Alors, il se trouve que cette pièce, au départ, elle a été interdite en URSS parce que elle présentait des allusions dangereuses sur Staline. Et puis, ce lieu, le Cloître des Carmes, c'est le premier lieu à avoir été investi par le festival après le Palais des Papes, quand Jean Vilar a pris le festival. Exact, Voilà. oui. Et justement, ce spectacle, vous le jouez, et un soir, Jean Vilar est dans la salle, je crois. Oui, Jean Vilar est peut-être au dernier filage, Oui. peut-être à la répétition générale, comme on dirait. Et je sais ça m'a été rapporté par le metteur en scène, Christian Dante. Moi, je joue un second rôle qui s'appelle le poète officiel de la cour, un rôle un petit peu efféminé, de ça. Et il a dit, cet acteur est remarquable. Je sais, enfin, il m'avait beaucoup apprécié, donc ça fait plaisir. Oui, il vous a pas parlé ensuite. Non. Il était un homme très discret, puis il y avait tout le monde. C'est une ambiance de troupe, faut pas oublier ça. Et le Festival d'Avignon, cette année-là, il y avait un événement. Il avait commencé au mois de mai. Il y avait une exposition des toiles et dessins de Picasso dans la chapelle du Palais des Papes. C'est exact, j'ai vu. C'était moi qui j'étais tout jeune comédien, j'avais 22 ans. Et moi, en peinture, je suis pas très bon en tout ce qui est art plastique. Et là, j'ai un peu découvert Picasso, quoi. C'était émouvant. Ouais. Alors, ce spectacle, c'est un de vos premiers spectacles. Le théâtre, ça a commencé dans vos très jeunes années, puisque je crois, Jean-Paul Faré, que vous avez grandi rue du Théâtre à Paris. Oui, je suis né en 48, j'ai pas peur de le dire, rue du Théâtre. On habitait dans une maternité pas loin, mais en face, au niveau de la Seine par rapport à Sud Radio. De l'autre côté, là dans le 15e arrondissement, je suis né, on habitait avec mes parents rue du Théâtre. Et j'ai habité là de 0 à 6 ans. Après, je suis parti dans le 20e, là c'est une autre histoire. Voilà, elle s'appelait rue du Théâtre parce qu'elle menait au théâtre de Grenelle, où il y avait des spectacles médiocres jusqu'en 1929. Oui, et je sais qu'après, il est devenu cinéma, Ouais. puis ça n'existe plus. D'ailleurs, faudrait débaptiser cette rue, l'appeler je sais pas comment, mais il n'y a plus de théâtre, plus... La rue Jean-Paul Faré, puisque... Non, soyons pas cette prétention. Alors, il se trouve que le spectacle, vous l'avez découvert en voyant cette comédie musicale, cette opérette plutôt. Méditerranée, aux îles d'or ensoleillées. Méditerranée, ce qui était mis en scène par Maurice Lehmann, la première comédie musicale de Tino Rossi vieux et plus séducteur, et vous avez assisté à ce spectacle. Oui, parce que mes parents, ils aimaient bien l'opérette. Ça va nous ramener après à Offenbach, mais donc on allait quand on chantait à la Gaîté Lyrique, et c'est vrai quand on est gamin, alors maintenant je trouverais ça m'en très ringard, c'est sûr, mais il y avait un bateau qui coulait, il y avait l'étoile pave, tout ça, c'était magique. On n'avait pas la télévision, moi avec mes parents, tout ça. Donc, on allait un petit peu au cinéma, c'est vrai, mais donc voir ça au théâtre, c'était... Et puis il y avait la musique, quoi. Oui, et c'est vrai que les salles étaient pleines pendant 3 ans, ce qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui. Ouais. Sauf exception, mais voilà, ça n'existe plus, ça. Alors, le déclic, je crois, Jean-Paul Faré, dans votre carrière de théâtre, c'est le Théâtre de l'Est parisien, qui est devenu le Théâtre de la Colline, où vous avez découvert le manteau de Gogol. Voilà, alors là j'avais 15 ans, le Théâtre de l'Est parisien, c'est une décision de Malraux, faut pas oublier, ministre de la Culture. Oui.
Ils avaient racheté un vieux cinéma de ce quartier où j'habite, le 20e arrondissement, où j'habitais à partir de l'âge de 6 ans, et je peux dire, j'y habite toujours. Ouais. Ça, c'est encore une autre histoire. Et donc, ce cinéma qui s'appelait le Zénith, un jour, il a fermé pour travaux, on avait des affiches, on n'a pas compris pourquoi. Et réouverture prochaine du TEP, Théâtre de l'Est parisien, c'était une préfiguration de Maison de la Culture. Et Guy Rétoré, qui dirigeait ça, a ouvert le Manteau d'après Gogol, et moi je l'ai pas vu le premier jour, mais très vite, et j'ai été voir le Manteau, et là c'est mon chemin de Damas, comme Saint-Paul, donc c'est le coup de foudre. J'ai été voir le Manteau 8 fois. Quand même. Pas 8 jours de suite, Non, non. 8 jours dans la saison. Voilà. D'ailleurs, une pièce qui aurait dû s'appeler notamment la capote, parce que les par-dessus d'hiver à l'époque en Russie, c'était des capotes et pas des manteaux. C'est exact, c'est exact. Alors, donc ce spectacle vous entraîne directement vers l'amour du théâtre et vous allez vous retrouver chez Jean Périmoni. Oui, 17 ans et demi. Disons que, donc quand j'ai 15 ans et demi, je dis à mes parents, je veux faire du théâtre. Et ils ont été sympas, ils m'ont laissé essayer. N'oublions pas que nous, notre génération, comme vous Jacques, je pense, on était majeur à 21 ans. Oui. On n'était pas majeur à 18 ans, déjà, sachant. Et donc, mes parents m'ont laissé essayer. Donc, à 17 ans et demi, je suis rentré au cours Périmoni, où là, mais je ne connaissais rien. Je voulais jouer des beaux textes, c'est ça le truc. Je voulais pas jouer mon cul sur la commode, comme on dit, ou des boulevards crapoteux. Je pensais jouer Corneille, Racine, peut-être Monterland, je ne sais pas, et au Molière, quoi. Et Périmoni m'a fait travailler les petits valets de Molière, d'abord. Et ça vous a plu tout de suite? Oui, oui, parce que je disais, j'aime dire des mots. Le théâtre, qu'est-ce que le théâtre? C'est raconter une histoire. C'est comme le Roi Nu, c'est un conte. C'est il était une fois. Alors ça peut être il était une fois un monsieur très avare et c'est donc Harpagon, c'est l'avare de Molière, mais c'est raconter une histoire à travers des mots qui ont des styles différents. Et c'est ce qu'on aime au théâtre. Enfin moi, c'est ce que j'aime. Donc ça a marché. Alors justement, vous parliez des valets et votre premier spectacle, Jean-Paul Faré, c'est Harlequin, valet de 2 mètres de Goldeny, qui est au théâtre Mouffetard et qui est en même temps votre première télé. Oui, il paraît. Oui, oui. On m'a dit ça aussi. Quelqu'un l'a vu dans les archives INA, petit extrait. Oui. C'était mis en scène par Jean-Louis Tamin et c'est Jean-Luc Moreau qui jouait Harlequin. Voilà. Comment vous êtes arrivé dans cette aventure? Un peu par Jean-Luc, parce que ça, si, puisqu'on a le temps de le raconter, quand j'arrive chez Périmoni, il fallait préparer, il y avait une audition, une fable, un poème et une scène. Le fable, j'ai dit les animaux malades de la peste, de La Fontaine. Le poème, c'est, je crois, un poème de Tristan Corbière. Et votre scène, c'est quoi? Moi, je dis, c'est dans les fourberies de Scapin, à l'acte 2, la scène 3, entre Argante et Scapin. J'avais travaillé Scapin. Et tout de suite, il fait, ah oui, la scène de la justice. Alors, il vous faut un Argante. Alors, et il y avait tous les élèves qui étaient là. Il fait, Jean-Luc, donne la réplique à monsieur. C'était Jean-Luc Moreau, ce que je ne savais pas encore. Futur metteur en scène. Voilà, le futur metteur en scène, combien? Il avait 2-3 ans de plus que moi, et il m'a donné la réplique. Lui qui d'habitude travaillait Scapin, d'ailleurs, c'était rigolo. Et Périmoni m'a dit, vous êtes un peu jeune, mais je vous prends, voilà. Voilà. Alors, donc, Harlequin, valet de Metz, c'est aussi grâce à Jean-Luc, tout ça. voilà. Alors, j'en reviens à Avignon, parce que Avignon, votre premier Avignon, c'était le Roi Nu, et d'après mes calculs, vous avez fait au moins 17 fois le Festival d'Avignon. Oui, peut-être même plus, depuis 19, je crois. Oui. Oui. J'ai fait du in, du off, du in-off, et j'ai même joué la Chartreuse, j'ai tout fait. Alors, c'est vraiment une tradition pour vous, une habitude, Avignon, un lieu cher à votre cœur? Oui, mais il m'est arrivé plusieurs années de pas le faire. C'est les hasards des productions, des demandes qu'on fait, ça dépend, voilà. Alors, il y a eu aussi Harlequin, valet de 2 mètres, qui est une pièce de Stellaire, qui se joue dans le monde entier. Et il y a eu les fourberies de Scapin, justement. Oui, il y a eu, alors à Avignon, il y a eu les fameuses fourberies de Scapin de Molière, montées par Jean-Pierre Vincent avec Daniel Auteuil, qui jouait... Débutait. Ah non, il débutait pas. Non, là on est en 1990. Oui, non, il débutait plus. C'était une vedette déjà, Graouffi. Non. Daniel, que j'avais connu, comme nous, jeune acteur. Après, il y en a qui viennent plus connus que d'autres. C'est la vie, c'est comme ça. Et donc, je me suis retrouvé à jouer Argante avec Mario Gonzalez qui jouait Géronte, là. Et nous, les deux pères, on les jouait masqués. Très comédien dell'arte. On en revient toujours là. Et alors,
la cour d'honneur entend 2000 personnes rire, c'est impressionnant. Parce que le rire, à ce moment-là, vu la distance, le plein, il met une demi-seconde de plus pour arriver. C'est un phénomène physique, quoi, qui est assez étonnant. Et puis, il y a un spectacle aussi, un seul en scène étonnant, qui a beaucoup marqué votre carrière, Jean-Paul Faré. Vous avez adapté les 12 volumes des Mémoires d'Outre-Tombe en un seul spectacle, seul en scène. Oui, avec Jean-Luc Tardieu. Ça, c'est plus récent, c'est en 2011. Oui, mais quand même, il faut le faire, 12 volumes en 1h30. Ben, je disais en plaisantant, à la fin du spectacle, les Mémoires d'Outre-Tombe, c'est 3600 pages. Nous, notre texte, c'est 36 pages. Vous en avez entendu 1%. Ouais. Et c'est vrai, mais c'est un monument. Moi, j'ai lu ça assez âgé, vous voyez, parce que jeune, à part le théâtre, je lisais pas. Mais après, la littérature est venue et j'aime beaucoup lire. Et c'est vrai que c'est impressionnant, Chateaubriand. Voilà, ça a beaucoup plus d'humour qu'on ne pense, d'ailleurs, Chateaubriand. Oui, on le connaît peu, finalement, Chateaubriand. Oui, maintenant, ça. Et ce qui a été bien quand j'ai fait en Off Avignon, ça en 2011, c'est qu'au début, le public était plutôt âgé, oui. Et puis ça s'est rajeuni petit à petit. C'est-à-dire que le bouche-oreille a fonctionné. Parce que les jeunes, Chateaubriand, c'est ennuyeux, c'est la barbe. Ouais. En fait, c'est paru en feuilleton entre 1809 et 1841 et s'appelle Les Mémoires d'Outre-Tombe parce que Chateaubriand a exigé qu'elles paraissent après sa mort. C'est ça. Voilà. Et il y a le Chateaubriand aussi, le filet. Alors, il paraît que ça viendrait du valet de chambre, du cuisinier de Chateaubriand qui aurait inventé cette recette. C'est ce qu'on dit, oui. Enfin, vous avez eu d'autres recettes, mais de spectacles. Voilà. On en parle avec une autre date, le 29 juin 1974. À tout de suite sur Sud Radio avec Jean-Paul Faré. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Jean-Paul Faré. Nous parlerons tout à l'heure de Irrésistible Offenbach, un spectacle que vous jouez au Théâtre de Passy, un spectacle sur l'auteur, le compositeur de la vie parisienne, entre autres. On revient au 29 juin 1974, votre première télé en solitaire avec cette émission. Samedi soir de Philippe Bouvard, où vous présentez le Bugdule. Exact, le Bugdule, oui, je revois. Avant d'aller au Festival de La Rochelle, maintenant ça me revient bien. Alors, ce spectacle s'appelait Jean-Paul Faré avec un accent aigu. Oui. Parce que moi, je m'appelle Jean-Paul Faré, F-A-2-R-E, accent aigu. Mais ça vient de même mon père et des générations d'avant. Si on ne met pas l'accent, ça fait Jean-Paul Faré. Oui. Et c'est insupportable. Donc, en plus, mon père était imprimeur, mais bref. Donc, moi, pour se faire connaître, quand j'ai fait mon premier spectacle en solitaire, j'ai appelé ça Jean-Paul Faré avec un accent aigu. Voilà. Je l'avais créé quelques mois plus tôt au Théâtre Mécanique, que dirigeait à l'époque Stéphane Lissner. C'est quand même amusant. Celui qui a dirigé après l'Opéra de Paris encore il n'y a pas si longtemps. Et qui est à Naples aujourd'hui. Voilà, qui est à Naples aujourd'hui. C'est lui qui avait créé le Théâtre Mécanique, Saladia, ce qui est maintenant le Théâtre de la Tour Eiffel. Oui, c'est exactement, c'est l'emplacement. C'est le Théâtre de la Tour Eiffel. Pendant 3 ans, c'était un jeune ambitieux, producteur, donc il m'avait programmé, et puis plein d'autres gens. Il vous avait découvert surtout. Oui. C'est ça. Et donc, ça a bien marché. Et après, j'ai été le faire, même à la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon. Et c'est là que Philippe Bouvard j'ai fait le numéro du Bugdule. Le Bugdule, c'est avec un tuyau d'arrosage, c'est un corps de chasse inventé. Enfin, c'était oui. Alors, vous évoquez dans cette émission que c'était un instrument du XIIe siècle avant Jésus-Christ. Ah. Et qui permettait de jouer et de faire la manche en même temps. Voilà, parce qu'il y a une embouchure, comme une embouchure de trompette, un tuyau d'arrosage, et de l'autre côté, un entonnoir. Oui. Donc ça fait comme une sébille, vous voyez. Oui. Comme ça se déplie, on peut jouer en même temps et faire la manche. Oui, c'était complètement fou. Comment était venue cette idée ? Je sais pas, vous savez. Non, mais j'aime la musique. Moi, j'écoute beaucoup France Musique, par exemple. Et donc, je me suis toujours un peu moqué des musicologues. C'est amusant, même s'il y a des choses très justes, des fois très vraies. Mais c'est bien de détourner un peu tout ça. Et moi, j'aime l'histoire de la musique. Vous voyez. Et le nom du Bugdule est venu comme ça. Ah, comme ça, je sais pas. Il y a le bidule, vous voyez. Oui. Bugdule, voilà. Et d'ailleurs, De Vos a fait la même chose. Il a créé beaucoup d'instruments de musique, notamment un corps de chasse à partir d'un tuyau d'arrosage. Je sais pas si vous le savez, c'est exactement le même principe. C'est le même principe, sauf que moi je l'ai détourné encore d'une autre manière, voilà. Et il y avait aussi le quintuplé, c'est-à-dire un instrument à 5 branches utilisé à Roncevaux par Roland.
Vous en souvenez? Oui, oui, je m'en souviens. Ça, c'est du mot que je fais plus, mais que j'ai fait assez longtemps. Oui, mais Ouais. est-ce qu'on vous prend... Les gens vous regardent étonnés quand ils ont ça? Ah bah, même déjà à l'époque, mais les gens riaient. Maintenant, je crois qu'ils me regardaient encore plus étonnés, parce que ça a un côté martien sur qui vient d'une autre planète. À l'époque, je dis pas que les gens ont moins d'humour. Maintenant, l'humour change, c'est tout. Mais les gens étaient plus ouverts, plus réactifs, je pense. Vous aviez un énorme nœud papillon. On voyait presque pas votre visage. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Oui, oui, c'est vrai. Alors, donc, ce festival de musique contemporaine à La Rochelle, ça, c'est aussi autre chose. Oui, c'est-à-dire Claude Samuel qui dirigeait ça. Et il m'avait vu j'avais fait un petit peu de cabaret, il m'avait vu, puis il a vu mon premier spectacle en solitaire, et il avait envie qu'il y ait une soirée qui soit autre chose, parce que même dans ce spectacle, je me moquais de la musique contemporaine. Donc il avait beaucoup d'humour, donc c'était bien de se moquer un festival de musique contemporaine. Alors, la musique, pour vous, Jean-Paul Faré, ça a commencé avec le piano, mais au départ, quand vous avez pris vos premières leçons entre 8 et 10 ans, ça vous intéressait pas du tout. Là, vous résumez un peu. Disons que j'avais un poil dans la main. Oui, voilà. C'est pas que ça m'intéressait pas, mais il fallait travailler. Je travaillais pas beaucoup. J'avais un prof très, très gentil. Mais bon, alors mes parents qui aimaient la musique, là, dans ce que j'ai raconté tout à l'heure, parce qu'ils avaient fait un peu de musique amateur, mais c'est tout. Ils ont pas insisté. Voilà. Parce que nous, on était 5 enfants et tous, ils ont essayé de nous faire apprendre un instrument. Pas où j'ai le piano, mais à Suréné jouer du violon, voilà. Et il y a que moi qui ai un peu persévéré, mais d'une autre manière. Oui, je crois que c'est votre sœur qui vous a remis au piano pour écrire des musiques sur des poèmes. Voilà. Parce que donc, j'ai fait 2 ans de piano, 8-10 ans, puis à 14-15 ans, j'avais écrit des poèmes Cucu la praline, comme beaucoup d'ados, et ma grande sœur m'a dit: mais Jean-Paul, toi qui as fait de la musique, pourquoi t'en ferais pas des chansons? Donc j'ai repris il y avait toujours le piano à la maison, do majeur, la mineur, et j'ai fait des chansons qui n'existent plus d'ailleurs. Oui, en revanche... Mais après, je me suis mis à faire des petites chansons plutôt à partir de Périmonie, évidemment, là un peu plus rigolote. Oui, et burlesque, parce qu'un spectacle que vous avez fait, je crois que c'est le Faré sifflera 3 fois, il y a une camionnette, et vous sortez d'une camionnette, vous dites que vous faites plein de musique, Voilà. et vous sortez un piano de 40 kilos d'une camionnette. Voilà, c'était les 2 chevaux, vous savez, qui avaient l'EDF bleu, là, les 2 chevaux un peu estafette, voilà. Mais je jouais ça que dans les grands théâtres, hein, parce qu'il fallait que déjà que cette 2 chevaux franchissent la porte à décor. Mais enfin, bon. Mais c'était des spectacles totalement fous, personne faisait ça à l'époque. Parce que... Non, personne, et plus personne ne le fait. D'ailleurs, ou alors à moins d'être une star, mais on n'aurait pas les moyens financiers de le faire maintenant. Vous voyez, c'est pas pareil. Puis maintenant, les spectacles, les théâtres, c'est un peu des usines à spectacles. Faut que les spectacles durent 1h10 maximum, sauf exception. Donc à l'époque, le Faré sifflera 3 fois, qui était mon 3e show, il durait 2h15. Vous vous rendez compte? Maintenant, le dernier spectacle que j'ai fait, il dure 1h10. Je parle Dessine-moi à piano. J'ai joué encore il n'y a pas longtemps. Donc, ça a changé, c'est comme ça. Mais on voit des images de cette époque où vous descendez tout seul un piano de 40 kilos et vous cassiez quelquefois quelques instruments, Jean-Paul Faré. Oui, c'était fait pour. Bon, oui, puis il y avait des trucages, je veux pas tout dire. Voilà. Et finalement, vos maîtres, ce sont les Marx Brothers. Oui, en partie. Keaton aussi. Jeune, j'ai vu les Chaplin aussi, mais Keaton, ce côté pincerie, puis même physiquement, ce qu'il faisait, c'était étonnant. W.C. Fields, enfin tous ces grands, même Laurel et Hardy, tous ces grands comiques américains, et après même Max Linder, le seul français de la bande, c'est formidable. Ils ont tout inventé. C'était un art nouveau, donc aussi pouvaient se permettre ce qu'ils voulaient, ce qu'ils avaient envie. Oui. Mais ce que vous avez fait en burlesque, c'est digne des Branquignoles, et puis un numéro qu'on a totalement oublié aujourd'hui, les Chesterfield, avec Gilles Margaritis et Roger Cascia. Et c'est Gilles Margaritis qui a fait la piste aux étoiles, était un violoncelliste, et Cascia était sur un piano qui se cassait. Oui. Mais ça, j'ai jamais vu, mais on m'en a beaucoup parlé. Ah, mais ça a fait le tour du monde. Je sais, mais j'ai jamais vu. Et le burlesque, ça vous passionnait à l'époque? Oui, ça me passionne toujours, d'une manière différente. Oui, le burlesque. Puis les clowns, moi j'ai été beaucoup au cirque. J'aimais bien les clowns, moi ça me faisait pas peur. Il y en a qui, quand j'étais enfant, je détestais les clowns. Non, moi j'ai toujours aimé les clowns. Et vous avez fait aussi un spectacle formidable. On se souvient que Christophe avait fait voler un piano à l'Olympia. Mais vous, dans Les Animaux malades de la piste, au Bouffe du Nord, je crois, Jean-Paul Faré, vous avez aussi fait voler un piano. Oui, un clavier. Il y avait un clavier et moi-même, je m'envolais. C'était du cirque. D'ailleurs, ce spectacle, Les Animaux malades de la piste, se jouait même les Bouffes de Nord. On l'avait transformé en piste de cirque.
Donc, il y avait un clavier muet. Vous savez, que le clavier du piano avec les marteaux, comme ça. Et donc, j'appuyais sur et tout, mais il n'y avait pas de son. Et alors, mais il s'élevait dans les airs par magie, et moi, je le rattrapais en l'air. C'était magique, c'est vrai. Et ça demandait beaucoup de répétitions. Oui, beaucoup de très bons techniciens derrière, et beaucoup de répétitions. Oui. Et des moyens qu'on n'a plus aujourd'hui. Et on des moyens qu'on n'a plus aujourd'hui. À l'époque, il y avait 6 scènes nationales qui avaient coproduit le spectacle. Maintenant, ça serait difficile. Et il y a un spectacle aussi où vous avez débuté par le final. Vous êtes allé directement au final. Oui, c'est le dernier. Voilà. C'est le Dessine-moi un piano où je fais 3 débuts de spectacle et je dis. Franchement, je sais pas lequel choisir. Mais je vais vous jouer. On va passer le milieu, on s'en arrange toujours. Je vais vous jouer directement la fin. Évidemment, c'est un prétexte. Mais il y a comme un début, un milieu, une fin. Mais c'est une folie totale de faire ça. Ben oui, mais les gens suivent. C'est ça qui est bien. Il faut être fou avec réserve, comme on pourrait dire, parce qu'on peut pas faire tout et n'importe quoi. Ça n'empêche pas d'être sérieux de temps en temps sur une scène, notamment quand vous chantez. C'est extra. C'est extra. Car vous avez chanté Léo Ferré, cet extra, et aussi en même temps Jean Ferrat, je crois, les poètes. Ça, on vous attendait pas là-dedans, Jean-Paul Faré, à ce moment-là. Non, c'est en 2013, j'ai fait un spectacle, même au niveau du titre, un peu mégalomanique, parce que ça s'appelait Ferré, Ferrat, Faré. Oui. Donc, mais j'étais accompagné par 2 musiciens, Florence Hennequin au violoncelle et Benoît Urbain au piano et l'accordéon. Et moi, t'entends si je faisais du piano, donc je faisais du 4 mains. Et il y avait surtout des chansons de Léo Ferré et de Jean Ferrat, et quelques-unes de moi. Mais Ferré, Ferrat, moi, c'est mon adolescent. J'aime la grande chanson française comme, évidemment, Nougaro, Barbara, Brel, Brassens, mais particulièrement, ça m'a beaucoup marqué Ferré et Ferrat, donc j'avais envie de les chanter, voilà. Et je suis content de l'avoir fait parce que les textes tiennent le coup et les musiques aussi, quoi. Voilà, et vous avez donc touché à tous les genres avec... On a essayé, voilà, j'ai essayé, oui. Et vous avez continué aussi avec un autre genre. On en parle avec une autre date, le 16 mai 1984. À tout de suite sur Sud Radio avec Jean-Paul Faré. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Jean-Paul Faré. Nous parlerons tout à l'heure de Irrésistible Offenbach au Théâtre de Passy. Mais là, je reviens à une date, le 16 mai 1984. Vous êtes sur la croisette pour ce film. La femme publique de Zulawski. Vous venez le présenter à Cannes et vous avez un second rôle important. J'ai le premier second rôle. Oui. C'est un film de Andrzej Zulawski, comme vous avez dit, avec Valérie Caprisky, Francis Huster et Lambert Wilson. Voilà. Alors, pour la petite histoire, il a été présenté durant le Festival de Cannes 84, l'année où c'est Paris, Texas, qui avait gagné la Palme d'Or, hors compétition. Oui. Donc, il y a je sais pas que là, 22 heures. C'était en plus l'inauguration du nouveau palais. Exactement. Cette année-là. Les marches n'étaient pas très précises. Oui, c'était pas, il n'y avait tombait. pas encore le tapis rouge. Ouais. Enfin bref. Et donc, on m'avait dit, Jean-Paul, faut absolument que tu y ailles, c'est Cannes. Moi, j'ai pas fait beaucoup de cinéma, un petit peu. Mais donc, là, j'avais vraiment un beau second rôle, premier second. Et donc, j'y vais. Le film est relativement bien accueilli. Après, il y a une soirée, comme toujours, dans une villa quelconque de Cannes. Tout le cinéma était là. Tout le monde, Monsieur Faré, formidable, on vous voit pas au cinéma, c'est pas normal. Eh bien, pour la petite histoire, ça ne m'a pas rapporté un rendez-vous après, dans un autre film. C'est quand même fou, vous voyez, le hasard. Alors, il y avait aussi bien Chabrol, que je sais plus qui, Polanski et tous, ils étaient tous là. Pas un m'a proposé même un rendez-vous. Ouais, Vous voyez, même mon agent de l'époque, Suzy Vatinet, elle n'en revenait pas, quand même, voilà. C'est le hasard, là, c'est comme ça la vie. Hein. Alors, en même temps, Zulawski, c'était quand même quelqu'un d'important. Comment vous étiez retrouvé dans un film de Zulawski? C'est grâce à mon agent qui, elle avait parlé de moi, il a voulu me rencontrer. Et donc, je me revois fin août avant 83, donc parce qu'on avait tourné ça à l'automne 83, sorti en 84, oui. Et ben, j'ai eu rendez-vous avec lui et il m'a proposé, vous voyez, l'histoire était assez amusante, le rôle de Piotr. Alors, il y avait un film dans le film. Parce que Huster jouait un réalisateur de cinéma qui tournait Les Possédés de Dostoïevski. Maintenant, on dit Les Démons. Et je faisais l'âme damnée d'Huster, le personnage des Possédés. Bon. Et, pour la petite histoire, c'est qu'1 an avant, au théâtre, j'avais joué le même rôle.
que Denis Lorca avait monté à l'époque au théâtre. Une version beaucoup plus longue, où il y avait même Maria Cazares, Michel Vitol, bref, un casting d'enfer pour le théâtre. Et ça a titillé ça, Zulawski, mais que je l'ai joué au théâtre. Et il était un peu pervers, on dirait, même si il faisait un numéro, qu'un jour je revois, on tourne la scène, on fait 2-3 prises, et il me fait « Mais tu l'as joué comme ça au théâtre ?» Vous voyez, c'est pervers, hein. Oui. Mais bon, c'est peut-être une manière de me botter les fesses, je sais plus. Mais vous voyez, c'est marrant, quoi. Oui, en même temps, c'est pas votre univers au départ, Zulawski, ce sont des films... Non, mais j'avais l'impression de faire du cinéma, c'est autre chose. Parce que des fois, le cinéma, je regrette pour ces messieurs et les réalisateurs, c'est un peu plan-plan, c'est un peu théâtre filmé, je trouve. C'est mon goût personnel, peut-être je me trompe, peut-être pour ça que je fais pas de cinéma, ou très peu. Même si quand j'ai tourné avec Tavernier, j'avais pas l'impression de ça, vous voyez. Et donc, Zulawski, j'avais, avant, au moment de dire moteur, ça tourne, action, je vais pas faire péter le micro, mais je dis au monsieur du son, il faisait caméra! Donc tout le monde est électrisé, même les techniciens, les acteurs, on est comme ça. Non mais c'est fou. Donc, automatiquement, on y va. Vous mettez une décharge électrique. Même Huster, il était... Ouais, il faut avec Huster. Il faut. Alors, il se trouve que Zulawski, son premier film qu'il a vraiment fait connaître, c'est L'important c'est d'aimer. Ouais. Et Romy Schneider, pour aller voir ce qu'il faisait avant d'accepter le contrat, est allé incognito avec des bonnets sur la tête dans un cinéma de Saint-Germain-des-Prés pour voir les films de Zulawski. Personne ne l'a reconnu. Ah, c'est une belle histoire. Alors, et d'ailleurs, elle a remporté un César avec ce film. Oui, c'est vrai. Alors, vous parliez de autres films. Il y a quand même un film dans lequel vous avez tourné à vos débuts. C'est La Grande Lessive de Jean-Pierre Mocky. Oui, ça c'est drôle, ça me fait plaisir que vous en parliez, parce que c'est la première fois que j'ai fait du cinéma. Je crois que c'est en 68. 67. Et c'est très court. On me voit dans un écran de télé faire une pub. Je faisais une fausse pub. Et il y a Jean Poiret qui joue, qui dit genre pas manger la ta biscotte, parce que ça c'est dans la cage aux folles. Mais on n'est pas loin. Il dit une réflexion un peu comme ça. Et on m'aperçoit peut-être 30 secondes, vous voyez, avec Jean-Pierre Mocky, c'est vrai. Et vous aviez été choisi par casting pour ça? Bah oui, on oublie, oui, bah voilà. Mais Mocky était très ouvert sur plein d'acteurs. Je sais pas, il aimait, bon. Puis je coûtais pas cher, hein, avec Mocky. C'est vrai, on le sait très bien. J'étais tout jeune débutant. J'ai même pas d'agent en 67, donc j'ai dû accepter ce qu'on me proposait. Oui. Et il y avait Bourvil et Francis Blanche dans ce film. Oui. C'était un beau film, moi j'aimerais bien le revoir, je l'ai pas revu. Je pense pas que c'est trop vieilli. Non, et en fait, Francis Blanche a été coproducteur du film parce que Mocky ne trouvait pas l'argent nécessaire pour le tourner. Alors, finalement, le cinéma, oui, la télévision, non, parce que finalement, vous n'avez même pas la télévision. Non, je l'ai eu, mais je la regarde plus. Non, je n'ai plus la télévision. C'est pas votre univers? Non, parce que même des fois, j'ai eu des débats dans des lycées, des collèges. Alors, quand je redis ça, elle me dit, mais qu'est-ce que vous faites le soir chez vous si vous jouez pas? Des fois, je vais voir les autres, parce que j'aime bien voir le théâtre, donc spectateur. Et puis, moi, j'aime lire. Je lis, j'écoute de la musique, voilà. Voilà. Et puis, je vais au cinéma de temps en temps. Parce que moi, j'y vais le matin, je préfère. Mais ça, c'est par rapport à mon emploi du temps. Voilà. En même temps, c'est rare de ne pas avoir la télévision aujourd'hui. Oui, mais bon, je vais pas taper sur la télévision. Non. Parlons de radio et parlons de Sud Radio, c'est bien plus fort. C'est tout. Mais il n'y a pas qu'en France. Hein. Alors, je reconnais, quand je suis dans des hôtels en tournée, je zapouille un peu pour voir, mais je suis un peu atterré. Mais même un jour, j'ai joué au Luxembourg. Là, on a toutes les chaînes d'Europe. Mais les chaînes allemandes, c'est aussi nul que les chaînes italiennes, françaises, belges ou hollandaises. Donc voilà. Il y a les mêmes jeux au même moment, le même style. Enfin, c'est dommage. C'est dommage. Alors, en revanche, dans les rôles importants que vous avez joués, il y a 2 metteurs en scène, Jean-Paul Faré, qui vous ont fait confiance. Et pas n'importe lesquels, Bertrand Blier et Bertrand Tavernier. Ça, c'est pas n'importe quoi. Non, ça fait plaisir. Bertrand Blier dans Trop belle pour toi. Et Tavernier, j'ai fait la fête comment et Quai d'Orsay, qui était son vraiment dernier film. Voilà. Alors, travailler avec Tavernier, c'était aussi une mécanique de précision et d'humour. C'est vrai, oui, c'est ce qu'il voulait, mais on travaillait c'était agréable avec Tavernier, puis il savait ce qu'il voulait, quoi. Puis c'est des bons scénars, c'est comme vous savez, un bon film, c'est d'abord un bon scénario, et s'il y a des mots agréables à dire, c'est comme au théâtre, voilà, ça aide à jouer.
Et on apprend, quand on voit Blier ou Tavernier travailler, on apprend des choses aussi, Jean-Paul Faré. Oui, mais peut-être que la technique cinéma, moi, c'est plus voir les autres acteurs on apprend plus. Voir un Philippe Noiret, quand j'ai tourné La Fête commençait, ou même quand ils sont hors champ, vous savez, champ contre champ, ben, il y a des acteurs là, on est face à face. Si la caméra est sur moi, celui qui donne la réplique, des fois, ils s'en fout complètement. Oui. Mais pas avec Jean-Philippe Noiret ou Jean Rochefort. Non, eux, ils jouent toujours la comédie jusqu'au bout. Donc, ou Marielle, c'est important. Puis il y a un autre film où on voit l'affiche très différente, c'est Les Bidas s'en vont en guerre. Oui, de Claude Zidi. Avec les Charlots. Avec les Charlots, et je suis même co-scénariste de film. Non. Attention, non, parce que Claude Zidi préparait un autre film à ce moment-là, où il tournait un autre film. Il n'avait pas eu assez le temps de travailler le scénar, donc il avait demandé à Jean Bouchot et à moi de l'aider à écrire. Donc on est co-scénariste du film. Et Les Bidas s'en vont en guerre, c'était la grande époque des Charlots. Voilà, c'est leur dernier. Oui. C'est pas un chef-d'œuvre. Maintenant, je l'ai revu l'autre fois parce que je voulais le montrer à quelqu'un. C'est quand même pas un chef-d'œuvre. Non, puis c'est comme ça, c'est la vie. D'ailleurs, Louis Rego n'était pas dans le film. Il était déjà parti des Charlots, voilà. Alors, ce qui est étonnant, effectivement, avec vous, Jean-Paul Faré, c'est que vous touchez à tous les genres. Et je sais même qu'un jour, vous jouiez un spectacle musical en solitaire et 1 heure après, Voltaire-Rousseau. C'est exact. Pas un truc en solitaire, mais bon. Quand j'ai joué en même temps, je jouais Voltaire-Rousseau au Théâtre Poche, Montparnasse, à 19h, et à 21h, au Théâtre Rive-Gauche. Il fallait monter la rue d'Odessa. Je jouais Hôtel des Deux Mondes, d'Éric Emmanuel Schmitt. Voilà. Et c'était il n'y a pas si longtemps que ça, en 2017. Oui. Mais c'est étonnant, on peut passer d'un spectacle à l'autre en costume. Oui, c'est-à-dire que c'était amusant parce qu'on finissait Voltaire-Rousseau aux Poches, Montparnasse, et là je m'habillais déjà dans le costume d'après pour gagner du temps. Et donc je montais la rue d'Odessa et puis j'avais mon costume de ville dans un sac, vous voyez, dans une housse pour rentrer après chez moi. C'était marrant. Ouais. On a fait ça pendant 1 mois et demi seulement, ou 2 mois, mais c'est amusant. Oui, c'est une bonne discipline. On gagne un peu plus d'argent. Puis c'est du sport. Oui. Le métier de comédien, ça vous maintient en forme. C'est vrai. En même temps, il ne faut pas se tromper de texte. Non, on ne se trompe pas. Alors, il y a les Molières. D'après mes calculs, vous avez été nommé 3 fois. Vous êtes un acharné. Et la 4e fois, ça a été bon avec les 12 pianos d'Hercule. Oui, le Molière musical. J'avais été nommé 1 fois déjà en one-man show tout seul, avant, et j'avais été nommé 2 fois en second rôle masculin. Mais je n'avais pas gagné, c'est la vie, c'est tout. Mais j'étais content, les 12 pianos d'Hercule, en 2010, j'ai gagné le Molière musical. Donc ça m'a fait plaisir parce que, surtout que c'était par rapport à un spectacle en solitaire, ça récompense une carrière, faire un parcours, donc on est reconnu par ses pairs, ça fait plaisir, il ne faut pas cracher dans la soupe. Avoir un Molière, ça fait plaisir. Voilà, en même temps, quand votre nom sort, il y a un moment d'émotion. Oui, il y a un moment d'émotion, mais j'avais préparé mon remerciement pour pas être pris au dépourvu, au cas où je gagnais. Mais quelques années avant, quand j'ai eu la chance de jouer avec Michel Piccoli dans Le Roi Lear, où je faisais le bouffon du Roi Lear, en 2005-2006, chez Odéon Berthier, bref, mise en scène d'André Engel. Là, j'avais été nommé en second rôle masculin. Et en même temps que moi, avait été nommé Jean-Paul Roussillon. Oui. Donc, ont été nommés machin, les 5, obtient le Molière, la personne sort en enveloppe, Jean-Paul Roussillon. Il n'y a qu'un le quart de seconde où c'est le même prénom. Mais je m'en doutais que ce serait Roussillon parce que ça récompensait lui aussi un grand parcours théâtral. Et puis je sais même que vous avez eu une péniche théâtre. Oui, avec Mireille Laroche, de 75 à 83. Au XXe siècle, 1975-1983, on a ouvert le premier théâtre flottant, il n'y en avait pas eu en France, la Péniche Théâtre. Comment c'est né cette histoire-là ? D'une discussion avec Mireille, on s'était rencontrés l'été 74, justement au moment d'Avignon, tout ça, et on a sympathisé. Elle était jeune metteur en scène très ambitieuse, moi j'avais déjà un tout petit nom grâce à déjà mon petit parcours, et on s'est associés, on a ouvert ça, on voulait un théâtre comme un chapiteau, c'est-à-dire que le spectacle soit aussi bien à Paris qu'en province. Donc à Paris, on était à Marais-Quai de Valmy, dans le 10e arrondissement, là près de la gare de l'Est, et on voyageait en péniche. Le spectacle était aussi bien qu'on était waouh
qu'en Avignon. Oui. On a été joué en Avignon, en péniche. Paris-Avignon, c'est 15 jours de navigation, Oui. 200 écluses. Moi, j'ai fait seulement un voyage-retour, c'est formidable. En même temps, personne ne l'avait fait avant vous et tout le monde vous a copié depuis. Après, oui, ben, c'est ça qui est bien. Hein. C'est bien d'être copié. Voilà. En même temps, moi je me souviens de Cardin qui avait ouvert le premier restaurant en péniche à Paris, Ouais. sur les quais de la Seine. Et puis un jour, il y a une crue. Et il me dit, de toute façon, c'est pas grave. Je sais que la crue sera de l'autre côté de mon bateau. J'aurai pas de problème. Et c'était un peu osé. Voilà. Oui, ce qui s'est passé pour la péniche théâtre, c'est qu'au départ, on nous a dit, vous n'aurez pas les autorisations de le faire. Ouais. Parce que on n'était pas un bateau mouche, c'est-à-dire on naviguait pas avec du public, et on n'était pas non plus un restaurant ou une boîte de nuit ancrée qui ne bougeait pas. Nous, on avait du public à bord, mais bon, dès qu'on voyageait, on n'avait pas le droit d'avoir du public. Voilà. Mais on a eu, ça a fait une forme de jurisprudence. oui. Voilà. Et vous avez eu des vagues d'applaudissements partant calme Voilà. sur l'eau. Très joli. On va se retrouver avec une autre date récente, le 6 avril 2023. À tout de suite sur Sud Radio avec Jean-Paul Faré. Sud Radio, les clés d'une vie. Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Jean-Paul Faré. On a évoqué votre parcours entre le Bugdul, le Festival d'Avignon, la Péniche, Zulawski, un parcours très varié. Et là encore, c'est presque un retour aux sources de la musique, puisque depuis le 6 avril 2023, vous jouez au Théâtre de Passy à Paris, Irrésistible Offenbach, c'est-à-dire un spectacle sur Offenbach pendant les 10 dernières années de sa vie, et vous êtes Jacques Offenbach. Oui, j'essaye, voilà. C'est une comédie. Hein, c'est-à-dire que ça chante un petit peu, mais c'est pas un opéra bouffe ou une opérette d'Offenbach qu'on ne connaîtrait pas. Non, non, c'est Bruno Druard et Patrick Angonin qui ont imaginé cette pièce qu'a montée Anne Bourgeois. Et je suis pas tout seul, on est 6 comédiens, donc vous avez raison, ça se passe entre 1869 pour les 3 premiers actes et 10 ans plus tard, 1879 pour le dernier acte, sa vie, la vie dans un théâtre. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'Offenbach, souvent, il était directeur de théâtre. Oui. Il faisait souvent faillite. D'ailleurs, c'était un très mauvais gestionnaire. Donc, il est acculé parce qu'il a eu des grands succès. Mais il a fait aussi des bides retentissants. Voilà. Et Offenbach, vous ne l'aviez jamais joué, Jean-Paul Faré? Ah ben non, je ne sais pas, Michel Serrault qui l'a joué, justement. Oui, dans Les Folies Offenbach, qui est une série de télé qu'on a totalement oubliée, il y a une mini-série de 6 épisodes où Serrault a été extraordinaire. Et non, mais la vie, là, moi, avant de répéter, j'ai lu une grosse biographie d'Offenbach de Jean-Claude Lyon, je le dis. C'est 700 pages et c'est formé à la vie de ce type. Et moi, j'ai appris beaucoup de choses parce que on connaît que les 4-5 grands tubes, La Belle Hélène, La Vie parisienne, Orphée aux Enfers et La Péricole et j'en passe, et le Comte d'Hoffmann. Mais il a écrit plus de 110 œuvres lyriques. Alors, il y en a juste un acte, comme une petite pièce de Labiche ou de Feydeau, vous voyez. Mais à l'époque, il s'arrêtait pas. Alors justement, au moment où le spectacle commence, Irrésistible Offenbach au Théâtre de Passy, Offenbach vient de triompher avec ce spectacle. Voici la fiancée, elle est un peu lancée, mais ça lui va fort bien. La Péricole, c'est vraiment le moment où Offenbach triomphe avec ce spectacle, et c'est là où le spectacle débute. Oui, c'est juste après, enfin peu importe, c'est juste après ce grand triomphe de la Péricole d'Offenbach. Mais là, il est en panne un peu dans l'histoire, il est un peu en panne d'inspiration, il a plus de sous, donc il a été obligé de se séparer de certains de ses collaborateurs, il cherche l'inspiration. Puis il y a Hortense Schneider, sa fameuse diva, pour qui il a beaucoup écrit, dont la Péricole et tout, qui le hante, dont il est amoureux, tout ça. Et donc il y a tous ces rapports, puis il y a une petite jeune qui vient auditionner. C'est la vie d'un théâtre. C'est ça qui est amusant. Il faut savoir qu'au début du spectacle, quand vous devez Offenbach, il est incontournable dans le Second Empire. C'est-à-dire que c'est vraiment le roi de Paris à cette époque-là. Ah oui, c'était le roi de Paris, c'est vrai. Et il dirige les Bouffes parisiens. Et même les variétés. Oui. Oui, il a dirigé plusieurs théâtres. Et ce qui est devenu après la Gaîté Lyrique. Exactement. Qui n'existe plus maintenant. Mais souvent, en tant que directeur, il s'est planté. Parce que j'ai appris une chose, c'était un joueur. Il jouait beaucoup au casino, en plus. Oui. Donc, je pense qu'il perdait aussi. Voilà. Alors, justement, dans le spectacle, lorsqu'il dirige les Bouffes parisiens, théâtre aujourd'hui qui existe toujours, il se retrouve face à des créanciers exaspérés par sa folie des grandeurs. Oui, c'est sûr. Il voyait trop grand. Il voulait des beaux costumes, des beaux décors. Il faisait pas des spectacles à 3 francs 6 sous, c'est sûr. Les résultats, ils sont toujours d'actualité.
Résultat, ils en Ils sont parlent. toujours d'actualité, ces spectacles. Oui, Ouais. oui, c'est toujours d'actualité. Alors, il est vrai, faut que si on les remonte, des fois, il faut les faire évoluer par rapport à notre époque. Sinon, il y a des références à Napoléon III que les gens, on ne sait plus. Voilà. Alors, il se trouve que les bouffes parisiens, les murs appartiennent encore à la famille Offenbach. Il y a eu d'ailleurs quelques soucis entre Jean-Claude Brialy, quand il est dirigé, et Jacques Comte Offenbach, qui est le dernier Offenbach. Ah oui, c'est vrai. Ouais, et il y a un buste de... Ça s'est arrangé parce qu'il y a un buste d'Offenbach aujourd'hui dans le hall du théâtre. C'est vrai, Mais c'est vrai. c'est toujours la propriété de la famille. Il y a toujours une famille Offenbach aujourd'hui. Alors, la Oui, parce pièce... qu'Offenbach, pour la petite, sur la vraie histoire, il a eu 5 enfants. Oui. Il a eu 4 filles et 1 garçon. Malheureusement, le garçon est mort à 21 ans de tuberculose. Donc, c'est les 4 filles qui, après, on sont mariées, ont fait des enfants. Ce sont ses descendants. Côté... Voilà, et il s'appelle toujours Offenbach Oui, parce que oui, autant bah oui, garder ça le nom. fait bien, ils ont récupéré le nom. Quand même. Alors, il se trouve qu'on connaît l'œuvre, mais finalement, l'homme, on le connaît assez peu, Jean-Paul Non, Faré. on le connaît peu. Moi-même, j'ai appris plein de choses. Il arrive à 14 ans à Paris. C'est-à-dire que son père, Isaac Offenbach, parce que c'est un juif allemand, et lui, il s'appelait alors Jacob Offenbach, et il a francisé son nom. Donc, leur père, lui, il a 14 ans, il y a le grand frère qui a 18 ans, qui jouait du violon. Jacques Offenbach jouait du violoncelle et il les inscrit au conservatoire de Paris. Et il leur donne un peu de sous, puis démerdez-vous, c'est dans une chambre de bonne et tout. Hein. Donc ça rend les gens ambitieux, vous voyez. Et puis il était doué, Offenbach, c'est un bosseur et tout. Et donc il essaie de faire son trou petit à petit. Il devient même à un moment directeur de la musique à la Comédie Française. Ça c'est vers 1850, vous voyez. Voilà. Et pendant 4 ans. Et après il arrive... Alors, il écrit des musiques pour la Comédie Française, voilà. Et puis, il arrive à partir, et c'est là que ça commence. Il fait Orphée aux Enfers, qui est son premier grand succès. Au bouffe parisien, d'ailleurs. Et c'était un génie de la musique, de la composition. Génie, c'est un peu fort. C'est pas Mozart, quand même. Oui. Non, mais c'est parce que moi, le mot génie, c'est un grand musicien. Voilà, oui, de la composition. Et qui a inventé un genre qui était en désuétude. Bah oui, pour aider, il a donné ses lettres de noblesse à l'opérette. Bon, même s'il appelle des fois ça opéra bouffe ou pas, mais c'est ça. Et il se trouve que, bien avant lui, on l'a un peu oublié, il y avait Hervé Oui. qui a écrit Mlle Nitouche, qui a commencé à faire des opérettes. Il était gardien dans un asile de fous, et pour distraire les pensionnaires et pour les faire bouger, il prenait des musiques à vive allure. Et c'est comme ça qu'est née l'opérette. C'est vrai, oui, vous avez raison, oui, je sais ça. Hervé, il est complètement oublié, c'est dommage. Alors, vous avez vous-même joué dans une opérette, je crois, La Mélodie des Strapontins de Pierre Tchernia. Totalement Et oublié. musique de Gérard Calvi. Exactement. Ça, c'était à l'automne 84. À l'époque, c'était 6 théâtres d'opéra de province qui s'étaient réunis pour monter cette opérette sur un livret de Gérard Calvi, les lyriques de Jacques Mareuil et la musique de... le livret de Pierre Tchernia, musique de Calvi, qui avait monté Jean-Luc Tardieu, où je jouais le rôle principal, un peu comme là, je jouais un directeur de théâtre, vous voyez. C'était amusant. Oui, car ce spectacle Irrésistible Offenbach, c'est du théâtre dans le théâtre. Voilà, ça se passe sur une scène de théâtre. Ça se passe sur un théâtre vide et il n'y a pas de Enfin, il y a un décor, mais il n'y a rien. Parce qu'il est entre deux spectacles, il ne sait pas ce qu'il va monter. Bon, il a plus de sous. Même à un moment, il y a une fille qui vient auditionner et dit, je suis désolé, on n'a même plus de piano. Il a été mis au clou. Le piano, donc je chanterai a cappella. Vous voyez, non, mais ça, mais ça fait des ressorts dramatiques, ça. Bien sûr. Et on découvre finalement, et ce qu'on ignore même quand on aime Offenbach, il avait un côté manipulateur, Jean-Paul Faré. Certainement. Puis il a été vedette aussi. Puis il était entouré. Beaucoup de femmes venaient vers lui. Il en a certainement un peu profité. Il n'y avait pas MeToo à l'époque, hein, n'oublions pas. Donc il y avait d'autres rapports, c'est tout. Mais il avait beaucoup d'humour. D'après ce que j'ai lu, comme ça, c'est vrai. Et c'était un cœur d'artichaut. Oui, bah oui. C'est-à-dire que les femmes comptaient... Beaucoup pour lui, voilà. Il avait une femme, évidemment, mais bon... Et il y avait Hortense Schneider, dont on connaît le nom, qui était sa maîtresse plus ou moins légitime, et qui était une capricieuse. Oui, bah, comme beaucoup de divas, hein, vous savez, elles étaient très, très capricieuses à l'époque. Hortense Schneider qui a vécu 80 ans, oui. Vous voyez, qui est mort, qui a connu la guerre 14. Vous vous rendez compte déjà oui, c'est étonnant ça. Et c'était l'exemple même de la femme cynique. Ça, je sais pas. Elle était redoutable, c'est-à-dire qu'elle obtenait ce qu'elle voulait de Jacques Offenbach.
Oui, c'est... Enfin, C'est notre époque. Alors, oui, peut-être, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. en tout cas, moi je sais... Sauf qu'elle a arrêté sa carrière pas si tard que ça. À 40 ans à peu près, elle a arrêté de chanter. Oui, mais elle chantait des succès, notamment ce grand air de la grande duchesse de Gerolstein qu'elle a créé, musique de Jacques Offenbach. Je suis veuve d'un colonel qui mourut à la guerre. Je suis Sidney Partenaire. J'ai chez moi regret. Ça, c'est un classique que tout le monde connaît aujourd'hui. Oui, c'est un clair. Vous l'évoquez dans ce spectacle? Oui, c'est évoqué, mais je ne dis pas comment. Alors, il y a plusieurs personnages dans ce spectacle. Il y a sa secrétaire, il y a le concierge du théâtre. Vous n'êtes pas seul sur scène. Non, d'ailleurs, le concierge du théâtre est joué par Daniel Jean Coloredo. Ma secrétaire ou mon assistant c'est joué par Claudine Barjol. Hortense Schneider est joué par Héloïse Wagner. Et il y a aussi un bonhomme à tout faire, qui est un aimé lui, que joue David Leroc. Le personnage s'appelle Edia. Et puis, il y a une petite jeune qui vient auditionner, qui ambitionne de devenir la future Hortense Schneider, c'est Alexis Ribes. Voilà. Il se trouve que La Grande Duchesse a été un énorme succès, on en parlait tout à l'heure. Ça a été créé pour l'exposition universelle de 1867, que Napoléon III, le prince de Galles, le tsar Alexandre II de Russie et le Khedive Ismail Pacha sont venus voir ce spectacle. On ne peut pas imaginer ça aujourd'hui. Même le fameux empereur François-Joseph est venu. Lui, il n'a pas été dans la loge d'Hortense Schneider, comme tous, mais, parce qu'on avait surnommé, c'était au Théâtre des Variétés, le Passage des Princes, ça avait été surnommé. Mais pas François-Joseph. Lui, bref, il a assisté au spectacle. A-t-il ri? On ne sait pas, parce qu'on l'imagine qu'il n'y avait pas beaucoup d'humour, et il n'était pas encore le vieux d'après, mais il est revenu à Vienne. Bon. Alors, ce qui était aussi fort avec Offenbach et que vous campez dans ce spectacle, Jean-Paul Farret, c'est que c'était quelqu'un d'exigeant qui pouvait se fâcher assez souvent, Offenbach. Oui, il était très exigeant. Il fallait que ça aille vite. Voilà, je pense qu'il fallait que les gens apprennent vite les airs, les partitions, tout ça. Et même ses auteurs, il exigeait des livrets très précis. Les fameux Meillac et Halévy, il les harcelait. Maintenant, on dirait de texto, mais de lettres, disant ce qu'il fallait couper, il fallait faire ci. Oui. Il pourrait aujourd'hui être accusé justement de harcèlement par ses collaborateurs. Oui, mais enfin, il gagnait beaucoup d'argent aussi, ses collaborateurs. Donc, voilà. Non, il y avait quand même une bonne entente, je pense. Alors, il en a eu beaucoup de collaborateurs. Les deux plus connus étant Meillac et Halévy, mais il y en a eu beaucoup d'autres. Et puis, on a oublié une chose, c'est qu'un jour, il organise au Bouffe parisien un concours pour les jeunes compositeurs. Et c'est un certain Georges Bizet qui va gagner. Il va se faire jouer le Docteur Miracle au Bouffe parisien en 1856. Sauf que c'est pas joué assez longtemps. Donc, Bizet et Offenbach vont se fâcher. Oui, il paraît. Oui. Mais de ce concours, il y a eu 2 premiers ex-aequo. L'autre, c'était Charles Lecoq. Exactement. Celui qui a écrit La fille de Madame Angot. Qui, lui, en a voulu à Offenbach, disons que le concours était truqué. Il aurait voulu être vainqueur tout seul. Vous voyez, c'est autre chose que Bizet, là encore. Finalement, Offenbach, on en parle assez peu aujourd'hui. Ben oui, c'est vrai, c'est dommage, mais c'est comme ça, Mais peut-être qu'on en reparlera plus tard, puis peut-être grâce à notre pièce. La vie est faite de choses qui viennent toujours. Alors, il y a un air d'Offenbach qui est archi connu. Bien sûr, c'est celui de La vie parisienne. Alors, vous associez le cancan à cet air, mais attention, il faut savoir que le cancan, il est né après. C'est-à-dire que le cancan, c'est le quadrille naturaliste créé par la Goulue et par Valentin le Désossé à la Cigale, repéré par Joseph Euler au Moulin Rouge. Et ça s'appelait le quadrille naturaliste. C'est allé en Angleterre. Et comme c'était une danse française qui faisait beaucoup de bruit, c'est devenu le French cancan. Et c'est postérieur à Offenbach. C'est vrai. Mais il y avait presque un équivalent déjà dans la seconde version de Orphée aux Enfers. Exactement. Et il y avait des paroles, parce que ce bal est original d'un galop infernal donnant tous le signal. Voilà. Alors c'est vrai que le cancan, c'est indissociable d'Offenbach. Oui, nous il y est. Je ne vais pas en dire plus. Sous une forme amusante d'ailleurs. Je crois que grâce à la pièce et ce qu'Anne Bourgeois a imaginé dans la mise en scène, c'est amené d'une manière originale. Et jouer Offenbach, vous l'auriez imaginé un jour? Non, pas du tout. Non. Quand Anne m'a proposé de jouer ça, j'ai lu la pièce, j'ai dit oui, pourquoi pas. Puis j'étais libre, donc ça tombait bien. Oui, car vous n'avez jamais arrêté finalement dans tous les jours. Non, à part les 18 mois de Covid, je n'ai jamais arrêté. C'est quand même, je suis pas le seul,
du 5 janvier 2020 au 5 juillet 2021, donc 18 mois, ce qui m'était jamais arrivé. Je n'ai pas mis les pieds sur un plateau de théâtre. Ça m'a fait drôle, je me suis pas ennuyé du tout. Mais c'est quand on a repris que là, la machine, comme un moteur diesel, il a fallu la remettre en route. On y est arrivé, mais c'était pas évident. Eh ben, en tout cas, elle est en route, la machine, et c'est au Théâtre de Passy du mercredi au samedi à 21h et le dimanche à 16h. Et c'est jusqu'au 28 mai. Jusqu'au déjà. 28 mai, irrésistible Offenbach, et vous êtes effectivement irrésistible dedans. Merci Jacques. Merci Jean-Paul Faré d'avoir raconté ce parcours, et puis continuez ainsi le plus longtemps possible. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.